émerger. Donc, son pays n'a pas besoin d'être démocratique pour être émergé. C'est tout simple. Voilà. Donc, vous voyez que d'une liste de 116 indicateurs pertinents qu'on avait choisi sur la base de l'exhaustivité, on est passé à seulement 49 indicateurs qui sont vraiment les indicateurs fondamentaux pour rejoindre le groupe de référence qu'on appelle les pays émergents. Bon, je passe rapidement sur la suite. Bon, ça c'est le classement un peu des pays suivant l'indice ICLE, des leviers. Voilà, donc, voilà. Bon, sur la prévision, je vais en parler rapidement. On a essayé, comme on a battu différents indicateurs sur la base de notre pyramide d'émergence, ici on va relier les leviers d'émergence au résultat, qui est l'indice synthétique d'émergence économique. Donc, à travers un modèle à effet retardé, on essaie de prévoir l'état d'émergence d'un pays à partir de ces leviers actuels. Donc, normalement, les leviers actuels n'ont pas d'effet immédiat sur l'état d'émergence d'un pays, il y a toujours un décalage. Dis-moi quel capital humain tu as aujourd'hui, bien dis-moi quel niveau d'infrastructure tu as aujourd'hui. Je peux te dire en quelque sorte dans 5 ans quel sera ton état d'émergence. En quelque sorte, cet exercice-là qu'on essaie de faire ici. Donc très rapidement, je passe. Next. Voilà. Bon, ici, c'est une matrice de transition qui un peu résume en 2028 quels seront les pays qui vont passer d'un état à un autre. Le détail est dans l'ouvrage, je vous l'envoie à l'ouvrage. Ça, c'est le résultat global sur l'exercice mené au niveau des pays africains. On a également mené une étude de cas du Sénégal. On est un bureau qui travaille au Sénégal, qui est financé par le gouvernement sénégalais. Donc, on a fait une étude de cas vraiment exhaustive avec un diagnostic sur tous les indices synthétiques bâtis pour le cas du Sénégal. On a également mené un exercice de prévision pour le cas spécifique du Sénégal. On vient de finir l'exercice pour l'Afrique du Sud et on a prévu de faire ça pour d'autres pays, l'Éthiopie, le Maroc, etc. Donc on continue. Next. 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 Bon, ça c'est on a également construit. Bon, la dernière stade de la pyramide, c'était la qualité de vie, comme je vous le disais. On a également construit un indice synthétique associé à cette carte, donc un indice synthétique de la qualité. Voilà, donc je pense que j'ai épuisé mon temps de parole. Je vais m'arrêter là. Et j'apporterai plus d'éclaircissements et d'approfondissements s'il y a des réactions. Merci déjà. Je vous laisse me présenter. On dit déjà, si vous pouvez vous lever pour qu'on vous reconnaisse, venez quand même, 6 minutes. Alors, Kim et Yad ont participé notamment à la rédaction du manuel. Voilà, c'est tous des ISR. Tous les deux, on a fait Paris. Et ils ont fait, lui il a fait Abidjan et Dakar. Lui il a fait Dakar. C'est des sections. Il y aura beaucoup de questions, j'imagine. Donc, en face de vous, ici, à Maï, monsieur Lo, en face de vous, vous avez des étudiants de première année et également quelques étudiants, auditeurs plutôt de master au cours du week-end et de temps en temps quelques cours en fin de semaine et quelques conférences auxquelles ils participent. Je voudrais saluer la présence de Dr Abdoulaye Ndiaye, sénégalais, bien évidemment, enseignant-chercheur au niveau de l'Université de New York, au sein de la Business School, qui nous fait l'honneur d'être présent et qui a eu à participer au niveau du symposium dédié à l'industrialisation des économies africaines qu'on a organisé récemment au sein du groupe ISM. C'était une manifestation en ligne le 22 avril, manifestation à laquelle avait participé également M. Lo,
et qui avait proposé une intervention sur une thématique très pertinente, parce que l'industrialisation, comme vous le savez, est un sujet majeur pour le développement des pays africains. Aucun pays au monde, regardez autour de vous, aucun pays au monde ne s'est développé sans une politique industrielle performante. Donc, les pays africains sont en train de chercher, ils sont en train de faire des efforts pour industrialiser leurs économies en mettant en place des agropoles, en essayant d'industrialiser leur agriculture, parce que lorsque vous mettez véritablement une bonne politique industrielle performante, vous allez créer des emplois, vous allez produire massivement, vous allez diminuer vos importations. Un des freins de notre développement, de notre croissance économique, c'est le déficit de notre balance commerciale, comme vous le savez, qui crée de la dette et qui crée d'autres besoins de financement importants. Donc, moi je pense, je précise que je suis économiste, j'ai fait un doctorat d'économie, je pense que le moteur de notre développement, c'est là où je l'ai rejoint, au-delà de la réforme liée aux institutions, c'est l'industrialisation, étape nécessaire, indispensable pour relancer nos économies et donc les faire décoller. Alors, j'ai noté pas mal de points sur lesquels je voudrais prochainement, certainement, débattre avec eux. Juste une question sur un point deux questions qui me taraudent. La première, c'est le lien entre la croissance démographique et la croissance économique. Nous avons des économistes comme Malthus, qui nous disait il y a très longtemps, il ne faut pas que la croissance démographique soit trop importante par rapport à la croissance économique, et que même si la croissance démographique était beaucoup plus forte que la croissance économique, il faut souhaiter des catastrophes naturelles pour réduire le nombre de populations afin de pouvoir satisfaire leurs demandes. Alors, on entend par-ci par-là que la force de l'Afrique du continent est sa jeunesse, sa croissance démographique. Tantôt, on nous dit le contraire, on nous dit que cette croissance démographique, elle est trop forte. Alors, quelle est la bonne formule? Quelle est la solution? Est-ce qu'il faut une croissance démographique très forte pour soutenir notre consommation, c'est-à-dire une demande beaucoup plus forte? Mais lorsque vous avez une population très forte avec un niveau de revenus très faible, est-ce qu'on peut parler de demande forte? Voilà, je me pose ces questions-là. Et c'est un éternel débat que tout le monde se pose, qu'il faut une forte démographie ou une moyenne démographie, ou une démographie très faible pour relancer nos économies. La deuxième question que je voudrais poser, avant de laisser la parole aux étudiants, c'est le lien entre, Ahmed a dit il y a quelques minutes, le lien entre la démocratie et également les fondamentaux de l'émergence. J'ai un problème avec son analyse. Comment la démocratie, elle est beaucoup plus globale. C'est l'état de droit. Dans vos indicateurs, vous avez mis en avance la bonne gouvernance, qui est un des piliers de l'émergence. Alors, lorsqu'on dit démocratie, école de droit, état de droit, et que derrière on nous dit la démocratie n'est pas forcément une condition sine qua non pour lancer l'émergence, ça me pose un problème dans le sens où il y a une interrelation, il y a une corrélation entre la bonne gouvernance, l'état de droit qui fonctionne, qui est un des fondamentaux de la démocratie. Donc je voudrais plus de précision sur ce point-là, puisque nous sommes dans un continent, comme vous le savez, où on a un réel besoin de bonne gouvernance et donc d'état de droit et de démocratie. Je vous laisse répondre à ces questions et par la suite, on va ouvrir le débat et donner la parole aux étudiants. Merci. Ce qui concerne la croissance démographique, il y a deux variables qui sont importantes. Voire trois. Si vous prenez l'équation de la production, vous avez trois éléments. Vous avez le nombre d'employés. Parce que, donc vous avez le nombre d'employés. Si vous avez une usine, c'est qu'ils vont travailler sur les machines. Deuxièmement, vous avez la productivité horaire à travailler. Et troisièmement, vous avez le temps de travail.
ces trois éléments, vous faites l'équation de production, c'est les trois éléments que vous avez. Donc, plus le pays a de personnes occupées, toutes choses égales par ailleurs, plus le pays a de production. Maintenant, on suppose que quand le pays a beaucoup de jeunes, il a beaucoup de personnes occupées. Mais ça, c'est un postulat. Pourquoi ce dividende démographique, en tout cas cette capacité à avoir beaucoup de ressources humaines, ça ne fonctionne que si vous êtes en mesure de les former, de les mettre en situation de travail. Le deuxième élément, c'est la productivité. La productivité aussi suppose une qualification. Donc, si vous êtes en mesure d'avoir une population la plus élevée possible, avec une bonne productivité, avec une bonne formation, avec un emploi, ça c'est l'idéal. Mais si vous devez avoir une population qui est dans la rue, qui ne travaille pas, voilà, ça c'est un peu le danger. La troisième chose, c'est le nombre de travailleurs. Ça c'est la discipline. Le deuxième élément, c'est le taux d'épargne. Parce que le taux d'épargne aussi, la taille du ménage, ça joue sur le taux d'épargne. Le taux d'épargne, c'est ça qui permet aussi d'investir. Il y a un épargne et investir. En général, au niveau théorique, c'est ces deux phénomènes. Pour ce qui concerne la démocratie, il y a pas mal de papiers. En fait, il faut voir que c'est des indicateurs. La démocratie, au-delà du concept, dans ce type de travaux, vous avez des indicateurs. Donc nous, on a utilisé les indicateurs. La Banque mondiale